Les couilles sur la table, 60e épisode, deuxième partie. Dans la seconde partie de cet épisode, consacré au lien entre masculinité et nourriture, on s'intéresse à la viande. On va essayer de comprendre pourquoi on associe spontanément la virilité à la consommation de viande. Je pense au barbecue l'été, quand les hommes s'agitent autour du grill et que les femmes font des salades, à ce magazine consacré à la viande qui s'appelle Beef en majuscule et dont le slogan est « Pour les hommes qui ont du goût », aux publicités de cette entreprise numéro 1 de la viande en France avec son inoubliable signature sonore façon homme des cavernes. Charal ! Et là, je remarque que ça ressemble un peu au générique des couilles sur la table. Alors pourquoi le fait de manger de la viande est-il un marqueur de virilité ? Est-ce que ça fonctionne un peu sur le modèle de l'alcool, auquel on avait réfléchi dans un épisode précédent ? Peut-être y a-t-il une explication plus profonde à rechercher dans le rapport de domination que l'humanité entretient avec ce qu'on appelle les animaux et qui nous permet de trouver normal qu'on tue chaque année des milliards de vaches, cochons, poulets, moutons, poissons pour les manger ? Quel lien peut-on établir entre les luttes pour les droits des animaux et les luttes féministes ? C'est entre autres ce à quoi ont réfléchi mes deux invités, auteurs et autrices d'un ouvrage intitulé « Pour une solidarité animale, défaire la société spéciste » qui paraît aux éditions de la Découverte dans la collection Les Cahiers libres. Axel Pleius-Bror est diplômé en sociologie à l'Université du Québec. Yves Bonnardel est militant libertaire et égalitariste et il écrit depuis une vingtaine d'années dans les cahiers antispécistes. Pour commencer, je leur ai raconté que depuis la création des couilles sur la table, j'avais reçu beaucoup de messages d'hommes végétariens, c'est-à-dire qui refusent de manger de la chair animale, ou véganes, c'est-à-dire qui excluent toute consommation d'origine animale, qui me racontaient que leur choix était très souvent moqué et très critiqué par leur entourage. Moi, ça ne m'étonne pas parce que, effectivement, manger de la viande, c'est tout un ordre symbolique qui est en jeu quand on mange de la viande. C'est affirmer qu'on fait partie des dominants, c'est marquer son rang social et c'est signer une appartenance à ceux qui peuvent se permettre de manger le corps d'autrui qui a été mis à mort. Et finalement, refuser de participer à cette consommation qui est très marquée symboliquement, qui est très chargée au niveau de la prise de pouvoir sur autrui, c'est se solidariser avec les animaux et c'est peut-être trahir un ordre social qui est qu'en tant qu'humain, on fait partie des dominants et que ça fait partie de nos privilèges d'humains de consommer le corps des animaux. Et refuser de participer à cet ordre social avec les êtres humains autour de la table et les animaux morts au centre de la table, c'est une sorte de trahison qui va être réprouvée socialement, par des moqueries, par une ridiculisation. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est extrêmement genré parce que les hommes, finalement, pour le dire de façon peut-être un peu étrange, mais les hommes sont plus humains que les femmes, dans le sens où les femmes, comme les animaux, sont perçus comme des êtres de second rang, qui sont moins évolués sur l'échelle sur l'échelle du pouvoir. Et finalement, la masculinité, elle est confortée par la consommation de viande, ce qui fait qu'elle est aussi menacée par le végétarisme. D'ailleurs, il y a un sondage Ipsos, parce que j'ai cherché pour savoir s'il y avait plus de végétariens ou de végétariennes. Donc, il y a clairement plus de végétariennes que de végétariens. Ça, c'est ce qu'on sait, même si les végétariens sont en fait vraiment très, très minoritaires dans la population. Là, les chiffres que j'ai trouvés, c'est entre 2 et 5% de la population française. Mais quand on a posé la question, donc c'est un institut de sondage Ipsos qui a posé la question en 2018 aux Français, est-ce que vous pourriez devenir végétarien ? Les femmes disaient non à 50%, qu'il y a la moitié des femmes qui disent qu'il est hors de question de devenir végétarienne, mais les hommes disaient non à 66%. Donc apparemment, ça a l'air d'être la décision de devenir ou pas végétarienne a aussi une dimension genrée. Je pense que les femmes ont plus de facilité à renoncer à la viande parce que ça menace moins leur identité sociale genrée. On a tendance à considérer que les femmes ont
C'est une extension de leur rôle de la maternité, de se préoccuper du sort des animaux, ce qui fait que quand elles vont choisir de s'engager dans la lutte animaliste ou quand elles vont choisir de renoncer à la consommation de viande, ça sera moins perçu comme étrange que la même décision venant d'un homme. Yves Bonnardel, vous êtes d'accord avec ça ? Oui. Moi, quand je suis devenu végétarien il y a 40 ans, j'avais 13 ans et je ne connaissais pas d'autres personnes végétariennes autour de moi. Et je l'ai vécu très, très durement. Essentiellement parce que c'était ridicule de se soucier des animaux. C'était de la sensiblerie. Et les femmes qui deviennent végétariennes aussi se voient affublées de ce qualificatif de sensible. Mais je pense que ça fait partie du mépris qu'elles ont déjà pris dans la gueule, en fait, d'être des êtres sensibles, pas très rationnels, c'est ça la sensiblerie, en fait. Alors qu'en tant que garçon, justement, on n'est pas censé écoper de ce genre de jugement péjoratif. Et c'était une sorte de dévirilisation, en fait, que j'avais affrontée. Et en fait, assez rapidement, j'ai cessé de dire que j'étais végétarien pour les animaux, et je disais c'est pour raisons philosophiques, pour ne pas avoir à argumenter, à dire pourquoi je refusais de manger des animaux, quoi. Je pensais aussi, alors on parle de la consommation de viande, mais on peut aussi remarquer, je pense que c'est important de le mentionner, qu'il y a d'autres activités avec des animaux qui sont aussi très très connotées de façon virile. Donc je pense à la corrida, par exemple, à la tauromachie, qui est donc le fait d'affronter des taureaux dans une arène. Donc ça, c'est une activité qui est assez populaire en Espagne, dans le sud de la France, au Mexique, etc. Où là, les hommes qui sont les humains qui sont dans l'arène, c'est en grande majorité des hommes. C'est un très très fort symbole de virilité, quoi, la virilité du torero. Mais je pense aussi à une activité très répandue en France, qui est la chasse. Et là, la chasse, quand on regarde les statistiques, il y a 1 million de chasseurs en France, et à 98%, ça vient des statistiques de la Fédération nationale de la chasse, ce sont des hommes. On peut aussi penser à des activités qu'on connaît pas trop en France, mais qui sont par exemple le rodéo en Amérique du Nord. Qu'est-ce qui se joue, à votre avis, dans cette activité de chasse, de corrida, de rodéo, au niveau du genre? Pourquoi est-ce que ce sont des activités majoritairement masculines ? C'est des activités qui sont fondées sur la violence et sur le fait d'infliger de la souffrance aux autres. Et on pourrait avoir une lecture naturaliste disant c'est dans la nature masculine d'être violent, d'aimer le sang, etc. Je crois qu'on peut aussi surtout avoir une lecture sociologique qui est on a un rang à tenir en tant que dominant. Et on le marque symboliquement par des activités de ce style. On vient de structures féodales, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques siècles encore, et les seigneurs marquaient leur prédominance sociale par des tournois extrêmement violents, par la chasse, par le fait de manger des quantités de viande invraisemblables, etc., d'avoir un privilège de chasse, les gueux n'avaient pas le droit, etc. Il y a vraiment, je pense, un marquage de domination, de rang social à travers des types d'activités où on marque sa domination sur l'animal en le faisant... en le courbant sous son joug, en le faisant souffrir, en le marquant dans sa chair et en le tuant, quoi. Je suis d'accord avec ce que dit Yves. La chasse, on est vraiment dans une prise de pouvoir sur autrui absolue. C'est pas seulement consommer de la chair qu'on a achetée dans un magasin, c'est vraiment toute la chaîne de l'appropriation d'autrui. Il y a la traque, il y a le fait de mettre à mort, il y a le fait de dépecer l'animal. Voilà, c'est vraiment s'approprier le corps d'autrui. Et je pense qu'au niveau de l'identité des chasseurs, il y a quelque chose effectivement qui a trait à la fois à leur masculinité et à la fois à leur humanité en tant que position sociale supérieure qui est propriétaire d'elle-même, mais en même temps qui peut se permettre de s'approprier les autres. Bon, c'est une comparaison qui peut avoir l'air un peu choquante, mais qui moi, c'est vrai, je dois bien dire que ça
ça peut me froisser aussi un peu par l'histoire, parce qu'on a tous grandi dans des configurations différentes vis-à-vis des animaux. Moi, il se trouve que je viens d'une famille où on chassait beaucoup, et donc c'est pour moi une activité qui était associée au plaisir d'être ensemble. J'aimais bien accompagner mon père à la chasse avec les chiens, etc. Et en même temps, oui, je dois bien reconnaître que c'était une activité où, comme jeune fille, notamment, je me sentais pas très à l'aise parce qu'il était clair que cette sociabilité-là était essentiellement masculine et que parfois, comme jeune femme, on pouvait se sentir vraiment déplacée, quoi, dans ces rendez-vous-là, notamment les repas qui s'en suivent, qui sont très arrosés, où il y a la consommation du produit de la chasse, mais aussi plein de blagues graveleuses sur les femmes, le fait que et ce truc, quoi, que c'est vraiment une instance de socialisation masculine, quoi, que c'est à 98% des hommes, donc ouais. Et d'ailleurs, c'est une pratique à laquelle s'opposent de plus en plus les Français. Hein. J'ai vu que, en fait, il y a 70% des Français qui considèrent que c'est une pratique qui est insupportable, qui devrait être abolie, qui est cruelle pour les animaux. Donc là, il y a quand même un changement dans les mentalités de la population. Ça n'a pas du tout toujours été le cas. Alors, il y a un des autres axes de compréhension que permet ce parallèle entre les analyses antisexistes et puis antispécistes, c'est la façon, donc on a un peu commencé à le dire, mais dont on peut du coup se rendre compte à quel point parfois on peut animaliser les femmes, mais aussi dont on peut féminiser les animaux en quelque sorte. Ça, c'est un axe sur lequel vous avez pas mal travaillé, Axel Pliouste-Bror, notamment dans votre mémoire de fin d'études en sociologie. Et c'est aussi des idées qui ont été développées dans un livre qui a été tardivement traduit en français, un livre de Carol J. Adams qui s'appelle « La politique sexuelle de la viande », publié aux États-Unis en 90 et traduit en français aux éditions L'Âge d'Homme. Est-ce que, je sais que vous avez lu ce livre, est-ce que vous voulez bien nous dire quels sont les parallèles qu'elle fait entre la domination masculine qui reposerait, selon elle, sur une consommation de viande et puis sur le contrôle du corps des femmes? Dans le livre La politique sexuelle de la viande, en fait, Carol Adams, elle déplore que les théories féministes n'aient pas suffisamment pris en compte que souvent dans l'histoire, les femmes ont fait preuve de solidarité envers le sort des animaux. En fait, souvent, ça soit dans la littérature ou même dans les mouvements féministes, les femmes ont fait ce lien entre leur propre expérience d'oppression sexiste et celle que subissent les animaux à travers l'élevage, la vivisection et d'autres institutions violentes. Donc le fait d'être objectivé, le fait d'être considéré comme un être à la marge de la sphère citoyenne. Et donc ça, ce sont des références à l'exploitation animale que les femmes ont évoquées dans leurs écrits. Et Carol Adams, elle rassemble tous ces témoignages et ces liens qui sont souvent évoqués comme des métaphores, c'est-à-dire que les femmes font souvent référence au fait qu'elles se sentent traitées comme des morceaux de viande, par exemple. Et Carol Adams explique que la consommation de viande c'est un acte lié comme on l'a dit plus tôt, est lié à un système d'exploitation et de domination qui n'est pas étranger au patriarcat. La hiérarchie des sexes n'est pas totalement étrangère à la hiérarchie des espèces, et il y a un recoupement entre la façon dont les animaux sont traités et la façon dont les femmes sont traitées dans le système patriarcal. Et elle va notamment analyser des contenus visuels, culturels, des publicités, des sortes de représentations qui reviennent souvent dans la culture, où en fait on voit effectivement des corps d'animaux sexualisés. Donc par exemple pour des publicités pour de la viande, on voit des animaux habillés comme des femmes, en bikini, dans des positions aguicheuses, comme si c'était des animaux qui souhaitaient être consommés, qui s'offraient à la consommation. Et
de la même façon, on a souvent des représentations de femmes qui sont animalisées. Donc, par exemple, on met en avant certaines parties de leur corps, leurs seins, leurs hanches, leurs cuisses, mais par contre, on voit pas forcément leur tête, leur visage, donc elles sont désindividualisées. Carol Adams dit qu'elles sont fragmentées, qu'il y a certaines parties seulement de leur corps qui sont mises en avant comme si c'était des choses prêtes à être consommées. Et du coup, il y a un recoupement entre ces images à connotation sexuelle, d'appropriation, et selon elle, en fait, on a affaire à ce qu'elle appelle les référents absents. Ce qu'elle dit, c'est que les référents absents, c'est que on a affaire à des images stéréotypées et l'individu est absent de la représentation et on a juste affaire à des morceaux de viande. En fait, les animaux sont toujours déjà de la viande et on occulte totalement le fait que ce sont des individus qui ont été appropriés, tués, découpés. Vous avez continué dans votre mémoire, Axel Pleyus-Bror, un peu dans la lignée de ce qu'a fait Carol J. Adams sur l'analyse des publicités. Et vous montrez qu'en fait, dans pas mal de publicités pour des produits animaux, vous en avez analysé 139 et vous montrez que les dynamiques de genre jouent à plein aussi dans ces publicités, qu'il y a même, pour une grande part d'entre elles, ce que vous appelez de l'hétérocarnisme. Qu'est-ce que c'est l'hétérocarnisme ? Est-ce que vous pouvez donner des exemples ? En fait, je suis tombée sur des publicités qui vraiment utilisaient la rhétorique de l'hétérosexualité. Donc typiquement les publicités Charal ou même des publicités pour des saucisses, je crois que c'est saucisses Morteau, où en fait il y a vraiment des références phalliques au fait que la viande est associée à une consommation orale mais aussi une consommation sexuelle. Ah oui, c'est le slogan la saucisse Morteau, elle se glisse partout. Et puis, ou alors on a, sur la même publicité, on a une saucisse, mais on a aussi un bol de salade. Et il y a vraiment cette idée de la complémentarité entre la salade et la saucisse, donc typiquement entre les hommes et les femmes. C'est un peu cette rhétorique-là de l'hétérosexualité évidente et nécessaire. Ça rejoint vraiment cette idée que la viande traduit un ordre du monde genré. Et vous disiez un peu plus tôt qu'il y a vraiment eu des liens entre les luttes féministes et les luttes antispécistes ou pour le bien-être des animaux. Vous avez redécouvert une partie de cette histoire. Est-ce que vous voulez bien nous raconter quels points communs ont eu ces luttes historiquement ? Parce que c'est des luttes qui sont un peu inconnues, j'ai l'impression, entre les deux. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la lutte pour le droit de vote des femmes, dès le 19e siècle, les grandes figures de ce mouvement des suffragettes, une partie d'entre elles étaient également, en Angleterre, oui, étaient également contre la vivisection. Je pense par exemple à une suffragette qui s'appelle Frances Power Cobbe, qui a, en 1875, fondé la première organisation de lutte contre la vivisection. Et il y a d'autres... en fait, ce qui revient souvent, c'est que, encore une fois, il y a une sorte de pont qui est fait entre l'expérience vécue des femmes et l'expérience des animaux dans la vivisection. Je pense aussi à une citation de Séverine, qui est une des premières grandes journalistes femmes. Une citation que j'ai découverte assez récemment, où elle dit quelque chose comme « Parce que je ne suis qu'une femme, parce que tu n'es qu'un chien, nous représentons des espèces inférieures au sexe masculin. Et pour cette raison, notre solidarité est grande. » Elle dit c'est quelque chose comme ça. Et c'est une sorte de fil rouge dans les écrits féministes, cette compassion et cette solidarité du fait qu'il y a une reconnaissance d'un sort commun, d'une condition commune, qui est celle de l'infériorité, du statut de subalterne, du fait qu'on est des citoyens et citoyennes de deuxième classe. Et donc, on peut retrouver une sorte de fil rouge avec des références qu'on retrouve par-ci par-là dans les écrits théoriques ou les écrits littéraires. Soit c'est des liens plus explicites, par exemple, cette suffragette qui crée une association contre la vivisection. Et en tout cas, de façon constante, on se rend compte que la force vive du mouvement animaliste
ce sont les femmes, au sens où elles sont plus nombreuses dans le mouvement. C'est pas forcément elles qui sont sur le devant de la scène en tant que théoriciennes, mais ce sont elles qui vont faire toutes les petites tâches non rémunérées, de nourrir les animaux, de prendre soin des animaux recueillis, de faire des distributions de nourriture, d'organiser des événements. Donc disons qu'il y a une sorte de solidarité, ou en tout cas de lien un peu tacite que Carole Adams a essayé de systématiser dans son livre La politique sexuelle de la viande. Yves Bonnardel, vous avez participé dès sa création il y a 20 ans à la revue Les Cahiers antispécistes. Est-ce que cette dimension genrée, elle est apparue dès le début aussi? Est-ce que vous aussi, vous voyez des liens concrets sur le terrain entre la lutte entre les luttes féministes et les luttes antispécistes ou pour le bien-être animal? Mais très vite, les Cahiers antispécistes ont publié des textes qui parlaient de ces liens-là. Je pense notamment à une militante italienne qui a eu une grande influence sur le mouvement français de l'époque, dans les années 90 même, qui est Paola Cavalieri, qui parlait d'une convergence des luttes à ce niveau-là. Et puis les cahiers antispécistes ont développé des analyses essayant de mettre en évidence les différents liens qu'il pouvait y avoir peut-être pas entre les luttes féministes et antispécistes, mais en tout cas entre les oppressions sexistes et spécistes. Ça pouvait être aussi bien... c'est beaucoup passé par une analyse des idéologies sexistes et spécistes. Cette idée qu'il y a des êtres qui seraient des êtres de culture, d'histoire, de liberté, et des êtres qui seraient des êtres de nature, de déterminisme, d'instinct, etc., et où on voit que globalement, les grandes oppressions intra-humaines, je pense aux différentes oppressions racistes, au sexisme, mais aussi à l'agisme, etc., sont calquées sur un modèle qui est aussi le modèle du spécisme. On a d'un côté des dominants qui se proclament libres et qui proclament, parce que c'est eux qui ont le discours, les dominés comme étant des êtres qui ont une nature particulière, une nature qui n'est pas ouverte vers la liberté, mais qui est ouverte vers une fonction particulière. Les femmes sont faites pour la procréation et l'élevage des enfants. Les personnes racisées, les peuples colonisés sont des corps vigoureux, qui n'ont pas beaucoup de tête, qui sont faits pour être utilisés pour leur plus grand bien à des tâches utiles, les enfants pour être éduqués, etc., etc. Et les animaux, c'est aussi des corps qui sont soumis à des instincts, à des pulsions, qui en tant que tels ne sont pas des êtres de liberté, et en tant que tels n'ont pas droit à se voir reconnaître une quelconque dignité, et encore moins des droits, et du coup qui sont exploitables à merci, quoi. On a un schéma général comme ça, mais quel schéma la matrice, c'est l'humanisme, en fait, qui oppose humanité et nature, le monde de la détermination, des lois naturelles, au monde de la liberté, de la culture, etc. C'est une vision des choses qui est profondément fausse, que la science, par exemple, ne défend en aucune façon, mais qui fonde toute notre civilisation. Et donc là, on arrive vraiment au cœur de votre ouvrage à tous les deux, qui est le spécisme, qui est un concept qui est fondé en fait sur le modèle du sexisme, du racisme, c'est-à-dire un modèle de domination. Donc maintenant, on va discuter des liens idéologiques qu'on peut faire entre ce que vous appelez, vous, la discrimination envers les animaux non humains, et puis d'autres formes de domination qui s'exercent au sein de l'espèce humaine. J'ai l'impression que pour faire ça, il faut faire à des petits points de vocabulaire d'abord et de concepts qui sont très importants si on veut comprendre ce que vous entendez par spécisme. Et le premier de ces concepts, c'est la sentience. Alors, est-ce que vous voulez bien expliquer aux auditoristes qui ne sont pas forcément avertis de ces concepts-là, qu'est-ce que c'est que la sentience, qu'est-ce que c'est que le spécisme, l'animalisation ? Oui, la sentience, le terme, il a été introduit en France par Estivarius, des cahiers antispécistes. C'est pour désigner ce qu'on appelle sinon la sensibilité, le fait de ressentir des sensations, des émotions, d'être un être sensible.
Sauf que le mot sensibilité, il désigne tellement de choses. Ça peut être une cellule photosensible, par exemple, ça ressent rien. Simplement, c'est réactif. Ou une plante qui réagit au toucher ou à la lumière, etc. Là, la sentience, c'est vraiment pour désigner cette capacité très particulière de certains agrégats de matière, comme nous, à ressentir des sensations, à ressentir des sentiments, à avoir du coup des désirs, une volonté, etc., se fixer des fins qui lui est propre. Et c'est un terme qui est extrêmement important parce que c'est ce que nous on soutient, mais avec de sacrés arguments à l'appui, c'est que la morale, l'éthique devrait être fondée sur le critère de la sentience, de la sensibilité. C'est à partir du moment où un être est sentient, ressent des sensations, qu'on peut dire qu'il a des intérêts à défendre, sa vie elle lui importe, elle peut se passer bien ou mal, il fait tout pour qu'elle se passe bien, il essaye à tout prix d'éviter qu'elle se passe mal et qu'elle prenne fin. Il a des intérêts à défendre. Et l'éthique, c'est prendre en compte les intérêts des autres comme on devrait prendre en compte les nôtres propres. Et en fait, la révolution antispéciste, c'est ça. C'est une révolution en éthique. C'est cesser de considérer que c'est le critère d'humanité, quoi que ce soit qu'on puisse vouloir dire avec ça, qui est à prendre en compte. C'est en fait le critère de la sentience, de la sensibilité. Et du coup, c'est l'ensemble des êtres sentients de la planète dont il faudrait prendre en compte les intérêts. En tout cas, dont il faudrait se soucier. Donc quoi ? Donc tous les animaux ? Donc tous les animaux sensibles, oui. Il y a des animaux qui ne sont pas sensibles. Les éponges, c'est des animaux, elles ne sont pas sensibles. Il y a des champs... Les huîtres et les moules ? Les huîtres et les moules ne sont pas sensibles. Donc on peut les manger ? Ben oui, moi j'ai pas de difficulté d'ordre éthique à les manger. Moi, je trouve qu'il y a plusieurs façons de parler du spécisme, mais c'est de la même chose pour le racisme ou le sexisme. Le spécisme, c'est à la fois une façon dont est organisée la société, c'est-à-dire des rapports sociaux matériels, une organisation économique de la société, ce sont des institutions. Donc, par exemple, le spécisme se fonde sur l'exploitation animale, sur l'existence d'élevage, de pêche, d'abattoirs, de toutes ces institutions qui font marcher l'exploitation animale et qui font qu'on peut tirer des bénéfices de l'exploitation et de la mort des autres animaux. Donc cette structure matérielle, elle génère aussi une idéologie, l'idéologie spéciste. L'idéologie spéciste, c'est la croyance en la croyance en des catégories naturelles incroyablement différentes. Il y a l'humanité d'un côté qui est une classe supérieure, et puis il y a l'animalité, tous les autres animaux qui peuvent être utilisés au bénéfice de la classe des êtres humains. Le spécisme, c'est aussi une discrimination morale qui consiste à penser que c'est une discrimination fondée sur le critère de l'espèce, qui considère que l'espèce en soi est un critère de considération morale et que on peut discriminer des individus en fonction de leur appartenance ou non à certaines espèces. Et typiquement, le spécisme dans notre société, il est surtout anthropocentré, c'est-à-dire que l'espèce considérée porteuse de privilèges et de droits, c'est l'espèce humaine, tandis que l'espèce, entre guillemets, des animaux, parce qu'en fait, l'animalité n'est pas vraiment une espèce au sens où on l'entend couramment, les animaux ne sont pas porteurs des mêmes droits que l'espèce humaine. Donc c'est vraiment attribuer des droits et des privilèges différents en fonction de l'appartenance d'espèce. Et ça, c'est quelque chose qui est arbitraire, parce qu'on ne voit pas en quoi l'appartenance à l'espèce d'un individu nous indiquerait en quoi cet individu peut voir ses intérêts pris en compte ou non. Et vous dites que donc c'est un processus d'animalisation qui est la même chose qu'un processus par exemple que le processus de racialisation dans les rapports racistes, dans l'idéologie raciste, qui est la même chose qu'un processus de sexuation dans l'idéologie sexiste. Quel lien vous faites entre les trois ? En fait, quand on parle d'animalisation, souvent c'est quelque chose qu'on dénonce à propos des humains.
On va dénoncer le fait que les personnes racisées ou les femmes sont animalisées, c'est-à-dire on va les traiter comme du bétail. Voilà, les femmes sont traitées comme des morceaux de viande, elles sont animalisées. C'est quelque chose qu'on dénonce quand ça s'applique aux humains. Par contre, quelque chose qui est moins souvent dénoncé, mais c'est pourtant la tâche que se donne le mouvement antispéciste, c'est de dénoncer l'animalisation des animaux. Et qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est le fait que les animaux sont pris dans des rapports sociaux qui les exploitent. Le fait de faire naître des animaux dans le cadre de l'élevage pour les faire grossir et les tuer, c'est d'une certaine façon animaliser les animaux. C'est les rendre appropriables, de moindre valeur, consommables, etc. C'est aussi se les représenter sous une forme, c'est les animaliser au sens de les rendre bêtes, se les représenter comme des êtres bêtes, les désubjectiver, les désindividualiser. Ça, c'est le processus d'animalisation au niveau subjectif. On considère que c'est des êtres d'instinct, des êtres de nature, des êtres qui sont des êtres corporels, de pulsions, etc. Ça aussi, c'est le versant subjectif de l'animalisation dont parle Axel. Si je comprends bien, est-ce qu'on peut dire que les humains sont des animaux comme les autres ou que les animaux sont des humains comme les autres ? Est-ce que ce que vous dites, c'est qu'en fait, les catégories d'humanité et d'animalité, elles sont pas du tout pertinentes, qu'elles seraient complètement équivalentes, qu'il n'y a pas de différence entre les deux ? Mais disons qu'elles sont aujourd'hui, dans notre société spéciste, les catégories d'humanité et d'animalité, elles sont surdéfinies socialement. Elles sont chargées de sens, de valeurs, elles sont considérées comme opposées. Et il y aurait un fossé ontologique, c'est-à-dire un fossé vraiment très important entre l'humanité et l'animalité qui n'aurait pas la même valeur. Mais cette distinction qui est sans cesse martelée, elle est là pour légitimer le fait que les uns exploitent les autres, que l'humanité exploite l'animalité, entre guillemets, c'est-à-dire tous les autres animaux. Et le rôle que se donne le mouvement antispéciste, c'est de dépasser cette opposition binaire qui est là pour légitimer un ordre violent et considérer que la morale s'applique de la même façon aux membres de l'espèce humaine qu'aux membres de toutes les autres espèces, et que d'un point de vue moral, et donc normalement d'un point de vue politique, on ne devrait pas sans cesse faire cette distinction entre les membres de l'espèce humaine et les autres animaux, parce que ça ne tient pas d'un point de vue moral. On fait partie de la même communauté des êtres sentients, et c'est ça qui fonde notre appartenance à la catégorie des êtres qui comptent moralement et qui doivent voir leurs intérêts pris en compte par la morale et par la politique. Et quel lien vous faites avec les autres oppressions ? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y aurait ces relations entre humains et animaux, qu'il y aurait du racisme, qu'il y aurait du sexisme ? Ce serait la base de toutes les dominations, en fait ? Moi, je dirais pas que c'est la base de toutes les autres dominations, enfin des idéologies de domination, mais que en tout cas elles ont vraiment partie liée et que c'est une sorte de matrice commune ou de schéma général qu'on retrouve à chaque fois. Déjà avec l'idée d'une échelle des êtres, qu'il y a des êtres supérieurs en soi, des êtres inférieurs en soi, ou des êtres égaux en soi. Ils sont égaux en valeur, ils sont égaux en dignité, etc. Mais ça suppose une échelle de valeur. C'est toute une vision du monde comme ça, dans laquelle on vit dans notre civilisation, qui est fondée sur cette idée d'échelle de valeur des êtres. Il y a des êtres qui sont dignes et d'autres qui sont indignes. Il y en a qui sont nobles et d'autres qui sont ignobles, vils. Il faudrait se débarrasser de cette façon de voir les choses et en fait considérer plutôt ce que vivent les individus, ce qui leur importe. Et considérer que ce qui est important, c'est ce qui leur importe à eux, indépendamment de quelque échelle des êtres que ce soit. Et ça, c'est vraiment cette histoire d'échelle des êtres, c'est au fondement même de toutes les discriminations de type racisme, sexisme, machisme, etc. Il y a des êtres qui ont plus de valeur. Alors, dans l'idéologie humaniste dans laquelle on baigne, ceux qui sont en haut de l'échelle, c'est les humains, et du coup, tout le monde est rapporté à un idéal d'humanité, et évidemment, on va diviser au sein même des humains
entre des humains qui sont moins humains que les autres, certains qui sont des parangons d'humanité et d'autres qui sont des êtres plus animaux, plus naturels, etc. Et on recrée cette échelle des êtres au sein même de l'espèce humaine, mais ce qui est tout à fait logique vu que les humains se mettent en haut d'une échelle. L'humanisme n'est pas cet égalitarisme qu'on imagine spontanément désormais, c'est véritablement un hiérarchisme, une hiérarchie entre les êtres qui sont justement vus comme des sortes de porteurs d'essence liés à leur espèce. Et c'est tout à fait logique qu'on réintroduise les hiérarchies au sein de l'espèce humaine dans ce cadre-là, quoi. Mais est-ce que ça veut dire que le jour, imaginons qu'on n'arrive plus qu'on décide que, ça suffit, en fait, on va prendre en compte tous les êtres sentients de la même façon, enfin, ils ont la même valeur, est-ce que ça veut dire que ça rendrait impossible le racisme ou le sexisme ? En tout cas, on donnerait moins de cartouches au racisme et au sexisme, dans le sens où l'animalisation menace les catégories d'humains marginalisés parce qu'elles peuvent être considérées comme moins humaines, moins correspondant à cet idéal de l'être humain, maître et possesseur de lui-même et des autres. En fait, l'humanisme ne menace pas seulement les animaux. L'humanisme, c'est une menace pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas prétendre correspondre à ce modèle de l'être supérieur. Et c'est pour ça que abolir le spécisme, c'est donner moins de cartouches au sexisme et au racisme, parce qu'on pourra moins animaliser les femmes et les personnes racisées et toutes les autres catégories marginalisées s'il n'y a pas cette hiérarchie entre les animaux et les humains qui continue à imbiber notre culture. Alors, j'ai découvert dans votre livre qu'il y avait des courants antiracistes, notamment aux États-Unis, qui avaient fait cette alliance avec l'antispécisme, notamment les travaux du Black Veganism, ou même des gens aussi qui réfléchissent à qu'est-ce que ça veut dire être porteur de handicap, qu'est-ce que ça veut dire vivre dans une société validiste, et qui font aussi des liens avec l'antispécisme. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que défendent ces personnes ? Les personnes porteuses d'handicap ou les personnes racisées sont continuellement associées à un statut de sous-humain, plus proche des animaux. Et souvent, la réaction de ces personnes-là, ça a souvent été de réagir en se distinguant de l'animalité et en essayant de dire non, moi aussi, je fais partie de l'humanité, arrêtez de m'associer aux animaux. Donc, il y a vraiment une distanciation par rapport à l'animalité qui est vue comme une insulte, comme un statut, un sous-statut. Et le Black Veganism, ou même les mouvements certains mouvements de personnes contre le validisme, je pense notamment à Sunora Taylor, au lieu de rejeter l'animalisation et leur statut d'animaux, vont revendiquer leur pleine appartenance à l'animalité en tant que condition de corps vulnérable, de corps sentient, en disant oui, je suis un animal et je le revendique, c'est pas une insulte. D'ailleurs, nous sommes tous des animaux. Nous ne sommes pas tous humains, nous sommes tous des animaux et c'est ce statut politique-là que ces gens-là mettent de l'avant pour faire valoir leur valeur en tant qu'être politique en tant qu'agent politique. Alors, est-ce que, si je comprends bien, vous appelez carrément à rejeter la notion d'humanité et d'humanisme ? En tout cas, rejeter vraiment profondément la façon dont on se représente l'humanité et cette idée que l'humanité devrait être la valeur suprême. Il ne s'agit pas nécessairement de jeter à la poubelle absolument toute référence à l'humanité, mais aujourd'hui, c'est vraiment une référence à une humanité maître et possesseur, justement, une humanité de domination, en fait, alors que ce qui devrait fonder les droits humains notamment, ça devrait plutôt être non pas le fait qu'on appartient à une espèce de seigneur de la terre, mais le fait qu'on est des êtres vulnérables
comme les autres êtres sentients de la planète, et que pour cette raison, parce qu'on peut souffrir, parce qu'on peut mourir, parce qu'on peut être blessé, c'est pour cette raison qu'on devrait être protégé. Donc c'est pas nécessairement jeter absolument toute notion d'humanité, mais en tout cas c'est effectivement rejeter grosso modo la façon dont on s'appréhende en tant qu'espèce et la façon dont on s'appréhende à l'encontre des autres animaux. Donc en fait, penser le vivant à partir de sa vulnérabilité ? Penser non pas le vivant, mais les êtres sentients. C'est pas la même chose parce qu'une grande partie du vivant n'est pas du tout sentient et n'a pas d'intérêt à défendre. Mais penser les êtres sentients, oui, à partir de pas uniquement leur vulnérabilité, mais notamment pour ce qui est de les protéger en fonction de leur vulnérabilité. Mais ne pas oublier que les êtres sentients, justement, c'est aussi des êtres qui recherchent le bonheur, le plaisir, la joie, qui cherchent aussi à s'épanouir de façon globale. Donc c'est pas uniquement une histoire de vulnérabilité, c'est aussi une histoire d'épanouissement en fait. Après, il y a quand même une critique que j'ai lue de cette thèse-là qui me paraît quand même sérieuse. C'est que pour combattre le sexisme, les femmes se sont organisées et mènent leur lutte. Pour combattre le racisme, les personnes racisées s'organisent aussi et combattent ça. Mais on ne verra jamais d'animaux s'organiser pour combattre le spécisme. Mais je vois pas en quoi c'est une critique. C'est une distinction qu'il faut faire. Effectivement, on n'est pas dans la même situation. Mais je vois pas en quoi ça peut être une critique. Moi, je suis aussi engagé, par exemple, puis Axel Pleius-Bror aussi, dans la lutte pour des droits véritables des enfants. Et les enfants, au moins en dessous d'un certain âge, sont difficilement capables de s'organiser collectivement pour faire valoir leurs droits. Et c'est d'ailleurs aussi comme ça qu'on arrive à les asservir. Et ça n'invalide pas la nécessité qu'il y a à reconnaître des droits fondamentaux pour les enfants. C'est un exemple. Mais il y a pas mal de catégories, y compris au sein même de l'humanité, qui ne sont pas capables de se défendre elles-mêmes. Ça n'empêche pas pour autant qu'il faut se battre pour qu'on reconnaisse des droits fondamentaux à ces personnes. Mais est-ce que quand même vous comprenez aussi qu'il y a certaines femmes, je me dis certains auditeuristes là qui vont nous écouter, qui vont être révoltés du fait qu'on mette leur lutte contre le patriarcat, leur lutte pour une dignité, leur lutte pour des droits au même rang que la lutte de défense des animaux. Moi, ça me fait un peu penser, c'est ce que dénonce Christine Delphy, en fait, la féministe matérialiste Christine Delphy, c'est qu'elle-même, elle a dû se battre contre les marxistes orthodoxes qui pensaient que la lutte principale, la lutte politique par excellence, c'était la lutte des ouvriers. Et que la lutte féministe, c'était une lutte secondaire, et que vraiment, c'était deux choses qui n'avaient rien à voir et qui n'avaient pas la même importance et le même niveau de priorité. Le même niveau de priorité politique. Et on a affaire à la même chose avec le mouvement animaliste, dans le sens où la gauche est incapable de prendre au sérieux la question des animaux et à ne pas la reléguer comme une lutte secondaire. Quand je dis la gauche, ce que je veux dire par là, c'est toutes les luttes humanistes en fait. C'est les luttes qui font valoir les droits humains parce que ce sont des humains et qui érigent la valeur des êtres humains par leur appartenance à l'espèce humaine. C'est ça que j'appelle l'humanisme. Et typiquement, ça ne peut pas prendre au sérieux la question des animaux, puisque ça serait saper ces fondements qui est que l'humanité est une espèce à part et que c'est en vertu de ce statut particulier que ses membres méritent des droits politiques. Bon, alors je vais pas vous faire tous les poncifs que vous devez entendre à longueur de temps, mais quand même, est-ce que ça veut dire, on va en sortir quelques-uns, par honnêteté intellectuelle de mon côté aussi, est-ce que ça veut dire qu'il faut accorder un droit de vote aux animaux? Est-ce que ça veut dire qu'il faut empêcher les chiens de manger de la viande, les chats d'attraper des souris, les chats de tuer les oiseaux? Enfin, comment on fait en fait? Comment on arbitre entre les intérêts des animaux à vivre?
Eh bien, comment on organise une société antispéciste ? Ça, c'est vraiment une question ouverte. C'est une question qui reste à explorer. Et il y a énormément de choses qu'il va falloir mettre en place, qui va demander des délibérations et tout ça. Ce qui est sûr, c'est que ça va demander une réorganisation majeure de nos sociétés. Ça va demander l'abolition des institutions qui causent des torts immenses aux intérêts des animaux. Ça va demander l'abolition de l'élevage, l'abolition de la pêche, la fermeture des abattoirs. Tout ça, ce sont des prérequis pour l'avènement d'une société antispéciste qui ne se fonde pas sur la discrimination arbitraire en fonction de l'espèce. Donc on le voit, c'est vraiment ambitieux comme projet, c'est un véritable changement de civilisation, c'est énorme. Et ça va demander une lutte de longue haleine, mais c'est la chose juste à faire. Et ça permettra à des quantités de souffrance énormes de ne plus se répéter chaque jour et chaque année. Donc, non seulement il va falloir abolir les pratiques qui causent des torts aux animaux, mais il va aussi falloir inventer de nouvelles institutions pour permettre l'épanouissement de tout le monde. Donc, repenser l'organisation de nos villes, par exemple, qui aujourd'hui sont pensées dans un cadre anthropocentré, mais aussi adulte, dans le sens où les infrastructures sont conçues pour... avant tout pour des personnes valides, adultes. Donc encore une fois, c'est une question qui reste ouverte. Ça va demander, je veux dire, de la même façon qu'aujourd'hui on délibère on délibère, on argumente pour essayer d'organiser la société au mieux pour les êtres humains. Et il va falloir faire la même chose pour les autres animaux et trouver des solutions ensemble pour que le plus d'individus possible voient leurs intérêts pris en compte. Pour terminer, il y a une dernière chose, moi, qui m'a paru très féconde pour les réflexions stratégiques, en fait, sur les actions à mener, les luttes à mener pour abolir les dominations. Donc, celle à laquelle on s'intéresse le plus dans l'émission, c'est la domination patriarcale, la domination sexiste. Et vous, par exemple, donc en fait, il y a une question qui revient souvent, c'est est-ce que la lutte doit se faire à un niveau individuel, est-ce qu'elle doit se faire à un niveau collectif, politique ? Et vous dites, si je vous ai bien lu, qu'en fait, cette histoire de chacun fait sa part, et donc en fait, pour faire advenir une société qui soit véritablement respectueuse de tous les êtres sentients, il faudrait juste s'abstenir de les consommer, donc changer quelque chose dans sa vie à soi. Vous dites que ça suffit pas, en fait. Vous dites, vous dites, vous êtes contre la viande, en fait. Vous pensez que il suffit pas que chacun change à son niveau individuel. Oui, c'est une question de stratégie, finalement. Comment on atteint ces objectifs politiques ? Est-ce que ça passe par la conversion individuelle, donc demander aux gens de changer leurs habitudes, d'avoir des pratiques plus vertueuses au quotidien ? Ou est-ce qu'il faut mettre en grande partie ses ressources, son temps, son énergie, son argent, sa réflexion au service d'une lutte institutionnelle, c'est-à-dire non pas s'adresser aux individus, mais s'adresser à la société dans son ensemble, en ayant des revendications d'ordre politique, par exemple, abolition de l'élevage, abolition de l'exploitation animale, le spécisme est indéfendable moralement. Là, en fait, on pourrait dire que les deux sont complémentaires, et je suis assez d'accord que ça reste important de demander aux gens d'avoir une prise de conscience et de modifier leurs pratiques en conséquence. Mais je pense que il y a un risque à trop se focaliser sur le changement individuel, un risque en termes d'efficacité. Parce que il faut vraiment, je pense, cultiver cet esprit militant de la lutte collective organisée qui se fixe des objectifs ambitieux, des objectifs en termes de changement institutionnel, de changement d'organisation de la société dans son ensemble, et qui avance pour les réaliser collectivement. Et je pense que c'est assez différent que
que de simplement s'adresser aux individus un par un et de leur demander de faire... Enfin, c'est presque comme si on faisait abstraction des structures sociales. Parce qu'en fait, les individus, d'une certaine façon, sont surtout le résultat des structures sociales. Et si on veut être plus efficace dans l'avancée de nos objectifs, on devrait avant tout chercher à changer les structures sociales, ce qui, je pense, va permettre ensuite aux individus de changer un peu malgré eux, d'une certaine façon. Ouais, c'est ce qu'on répète souvent pour les luttes féministes, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que chacun... Enfin, c'est important que chacun, à son niveau, puisse lutter contre les stéréotypes et tout, mais à la fois, rien ne va jamais changer si les grandes structures de la société ne changent pas. C'est-à-dire, s'il n'y a pas par exemple, des politiques publiques qui sont menées pour lutter contre les violences faites aux femmes, s'il n'y a pas de congé paternité ou de congé pour le deuxième parent qui est mis en place, on ne peut pas juste faire reposer ces changements collectifs sur la responsabilité des individus. Et ça me paraît se rapprocher pas mal de ce que vous décrivez en termes de stratégie de lutte antispéciste. Parce qu'il y a un autre écueil qui apparaît avec ces luttes individuelles. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est cette espèce d'idéal de pureté au niveau individuel et qu'on retrouve aussi parfois, je trouve, dans le féminisme. C'est-à-dire de voir jusqu'à quel point on est sexiste, de faire comme si on comptait les points en fait dans notre propre vie, et de se dire que si on a c'est bon, on a tout bon partout dans sa vie, bah c'est bon, il y a plus de problème, on a fait sa part, quoi. Mais de façon générale, depuis quelques décennies, on a eu comme ça une sorte de dépolitisation des problèmes structurels. Vers un focus sur les individus. Moi, je vois ça aussi avec l'écologie, avec le focus sur la consommation bio. Hop, on oublie les luttes collectives qui avaient lieu dans les années 70-80, ou les luttes qui avaient lieu aussi par rapport au rapport Nord-Sud. Hop, ça s'est fondu dans une consommation éthique. Enfin, et c'est pareil, la lutte animaliste a tendance à se concentrer beaucoup sur le prosélytisme végétarien ou vegan, ce qui en soi serait une excellente chose si ça prenait pas toute la place. On ne va pas abolir l'exploitation animale uniquement en chacun de son côté cessant de consommer la viande. Ça peut jouer un rôle de tremplin très important, un rôle de boycott massif, mais qui accompagne du coup des revendications politiques. Et ce centrage effectivement sur ce que consomme l'individu, ce que fait l'individu dans son coin isolé, c'est en fait très contre-productif pour la lutte. Parce qu'une lutte, ça demande au contraire une synergie des énergies individuelles qui s'organisent de façon collective avec des objectifs à moyen terme, à long terme, etc. Et non pas un repli sur soi comme un citoyen qui va faire ses courses ou qui va voter dans un isoloir, quoi. L'accent est mis sur la cohérence individuelle plutôt que sur l'efficacité politique du mouvement dans son ensemble, quoi. Mais alors, du coup, est-ce que ça veut dire que peut-être ça m'arrange, ça me permet de résoudre mon problème moral, mais que je peux trouver que la lutte antispéciste a vraiment beaucoup de sens, mais continuer à consommer des produits animaux ? Mais c'est le cas d'énormément de gens, en fait. Il y a beaucoup de gens qui continuent à consommer des animaux pour plein de raisons, souvent parce qu'il y a la pression sociale ou parce que c'est vraiment l'offre par défaut, etc., mais qui sont d'accord avec la proposition de fermeture des abattoirs, par exemple. Ou qui souhaiteraient effectivement l'évolution de la société vers moins de violence, plus de prise en considération, plus de justice, etc., y compris donc pour les animaux. Simplement qui ne se sentent pas de porter sur leurs épaules individuelles tout le poids d'une organisation sociale, d'un régime social. Mais c'est déjà le cas. Par exemple, si on regarde les gens qui soutiennent L214, l'association, beaucoup de gens sont des gens qui de fait vont porter du cuir ou consommer de la viande ou des produits d'origine animale, etc., mais qui soutiennent L214 dans son projet d'une société sans exploitation animale. Alors pour terminer, je vais vous poser la question rituelle de fin d'émission à tous les deux, qui est: quelle est l'œuvre d'art que vous souhaitez recommander aux auditeurs, aux auditrices, aux auditrices pour aller plus loin sur ces questions de genre et de spécisme, ou juste de genre, de masculinité ?
Alors moi, j'aimerais recommander un documentaire féministe qui s'appelle Mazo et Miso vont en bateau. Je dis documentaire, mais en fait, c'est plutôt un détournement critique d'une émission de télévision qui date de 1975, qui est en fait une émission sur l'année de la femme, avec comme invitée Françoise Giroud, qui est alors la secrétaire d'État à la condition féminine. Et en fait, le concept de l'émission, c'est de donner la parole à des hommes réputés misogynes et de demander à Françoise Giroud de réagir. Et donc, c'est un détournement plein d'humour, mais qui en même temps vraiment acerbe. Et j'ai trouvé ça... vraiment, ça vaut le coup d'aller voir. Quelle est l'œuvre d'art que vous souhaitez recommander, Yves Bonnardel ? Alors, il y a une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle « Les Rois de la Création », qui est une chanson de Isabelle Fournier, qui est justement une chanson contre la prédominance de la virilité en tant que volonté de dominer et d'asservir les autres. Et c'est justement une chanson qui fait bien, je trouve, le lien entre l'exploitation des femmes et l'exploitation des animaux. C'est un aide de culture, l'histoire et sa mesure, ça signe sa rupture d'avec les cycles de la nature. Tous les autres y sont pris, il les a définis dans des catégories pour être en haut de la hiérarchie. Les rois de la création ont bien besoin de bonnes rations, de marques de distinction pour faire reluire leur blason. Il tue l'animal en lui pour être pur esprit. Il les tue hors de lui pour asseoir sa suprématie. Pour faire du profit, en choses il les réduit. C'est pas sa faute à lui, non c'est son Dieu qui lui a dit. Les rois de la domination ont bien besoin de bonnes leçons pour avoir leur façon et que cessent les oppressions. Merci à Axel Pleius-Bror et Yves Bonnardel. Je rappelle que leur livre, dont je vous conseille la lecture, s'appelle « Pour une solidarité animale, défaire la société spéciste », qu'il est publié aux éditions La Découverte et qu'il est en librairie dès le 11 juin 2020. Ce podcast a été enregistré à domicile et à distance. Il a été, comme souvent, réalisé et mixé par Quentin Bresson, édité et mis en ligne par Camille Regache. Je remercie les nombreux et nombreuses auditeuristes qui m'ont écrit ces 3 dernières années pour me faire part de leurs réflexions sur le spécisme, la viande, l'écologie et les rapports avec le genre. Merci en particulier à Swan, Samuel et Myriam, mais aussi à Roman, Tofu Critique, Aurore, Eva, Romane, Mourad et Léa. Les couilles sur la table est un podcast de Binge Audio dont la rédaction est dirigée par David Garzon. Comme d'habitude, on a scrupuleusement noté toutes les références, les citations, les chiffres mentionnés dans cet épisode dans l'article en ligne sur le site de Binge Audio. Et si vous voulez me faire part de vos réflexions suite à cette écoute, vous pouvez nous taguer sur les réseaux sociaux et aussi m'écrire à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio. Merci beaucoup et à bientôt.